Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Un documentaire qui retrace sa carrière, un nouvel album, Civilisation, prévu pour le 19 novembre. Orelsan domine l'actualité rap cet automne. Derrière ce pseudo, Aurélien Cotentin, 39 ans, un Normand timide et discret qui a longtemps cherché ce qu'il voulait faire de sa vie. En 15 ans, il est devenu, grâce à sa plume et ses morceaux, un poids lourd du rap français. Code Source revient aujourd'hui sur le parcours d'Orelsan, avec un journaliste qui le suit depuis ses débuts, Emmanuel Marolle, chef du service culture du Parisien. Emmanuel Marolle, le 15 octobre dernier, une série documentaire qui retrace la vie et la carrière d'Orelsan est mise en ligne sur la plateforme Amazon Prime Video. C'est un documentaire assez inédit dans sa forme. Des documentaires sur des artistes, il y en a plein, mais là c'est quelque chose qu'on nous raconte de l'intérieur, avec quelqu'un qui ne pouvait pas être mieux placé pour nous raconter ça. C'est le frère d'Orelsan, Clément Cotentin, qui a 3 ans de moins que lui. Depuis 20 ans, il filme tout. Mais il filme des choses extrêmement importantes dans la carrière d'Orelsan comme des choses totalement anodines. C'est-à-dire qu'il va filmer des moments où il mange, des moments où il se déplace en voiture. Et donc il a tout filmé avec l'envie peut-être secrète de faire partie de cette bande de potes, parce qu'il était en admiration devant son frère. Et le fait d'avoir une caméra comme ça, toujours qui traînait, c'était la meilleure façon de rester avec eux. Vous écrivez que derrière cette série, il y a près de 3000 heures d'images qu'il a fallu trier. Au final, le documentaire est divisé en 6 épisodes de 30 à 40 minutes. Qu'est-ce qu'on y voit ? On voit toute l'histoire d'Orelsan depuis ses tout premiers raps dans son appartement, et on voit donc les prémices d'Orelsan qui se met au rap, qui commence à enregistrer des morceaux avec ses compères Gringe, Scred et Ablay, avec qui il va travailler pendant tout ce temps et avec qui il travaille toujours. Et on voit l'évolution d'Orelsan à travers ce documentaire et à travers ces 6 épisodes. J'ai suivi Orelsan pendant longtemps, très longtemps. Je voulais comprendre comment réaliser ses rêves. Dans toute cette histoire, j'ai eu un coup de chance. Orelsan, c'est mon frère. Emmanuel Marolle, on va retracer ensemble le parcours d'Aurélien Cotentin, dit Orelsan. Il naît à Alençon le 1er août 1982. Lorsqu'il a 14 ans, la famille déménage à Caen, en Normandie. Que font ses parents ? Ses parents, ils sont dans l'éducation nationale. En fait, son père est principal de collège et sa mère est institutrice, professeure des écoles. Et lui, il grandit justement dans cet environnement-là, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que son père étant principal d'un collège à Caen, il habite dans le collège, Aurélien, avec sa famille. Et c'est un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire qu'il le dit, j'étais quand même le fils du dirlo. C'est-à-dire que y avait les profs qui me faisaient des petits clins d'œil parce que j'étais élève dans le collège et forcément ils savaient que j'étais le fils du principal. Et puis il y avait aussi des élèves qui m'insultaient parce que j'étais le fils du principal. À quoi ressemble son adolescence ? C'est une adolescence assez calme en fait, où je pense qu'il se cherche un petit peu. Il fait du basket, il fait du roller, il s'intéresse un peu à la musique, enfin en tout cas il commence, il fait des jeux vidéo. Et puis c'est pas quelqu'un qui exprime énormément ses sentiments. Il vient d'une famille normande, une famille de terriens si on peut dire. Ses grands-parents étaient agriculteurs et quand il était petit par exemple, il raconte que son père sortait les moutons à 5h du matin. Donc voilà, c'est une famille assez pudique. C'est un fan de culture japonaise. Oui, il adore l'univers des mangas, il adore l'univers des jeux vidéo qui sont souvent inspirés des mangas. Et d'ailleurs, son nom de scène, Orelsan, viendra de là. C'est-à-dire que Aurel, c'est le diminutif d'Aurélien, et San, ça veut dire monsieur en japonais. Et c'est vraiment quelque chose qu'on entend et qu'on voit dans la culture des mangas. Après son bac, Aurélien intègre une école de management et fait des petits boulots. Il fait du télémarketing, il travaille dans une usine de recyclage où il fait les trous dans des bouteilles en plastique. Il a fait plein de petits jobs comme ça et notamment un travail de veilleur de nuit dans un hôtel qui va durer quand même un certain temps pour lui. À cette période, il déprime. Oui, c'est pas trop ce qu'il peut faire, il commence à faire un petit peu de rap, puis il termine ses études, il se retrouve au début des années 2000 aux États-Unis pour finir son cursus d'école de commerce. Il se retrouve à la pire période pour un Français aux États-Unis, c'est juste après le 11 septembre 2001 et après l'intervention américaine en Irak, et intervention qui n'a pas été soutenue par la France, et donc les Français sont vraiment persona non grata et un peu tricards aux États-Unis, donc il n'est pas très bien accueilli là-bas. Aux États-Unis, il commence à composer de la musique, des morceaux qu'il envoie régulièrement à un de ses amis, Scred, et de retour en France, il participe à une battle de rap.
Il se retrouve dans un concours de hip-hop organisé par Uncut, la marque de Booba, et il est persuadé qu'il va tout défoncer. Parce que ça commence à frémir un peu autour de lui. Le producteur, qui est son pote, Scred, avec qui il travaille, commence à placer des productions, des musiques pour certains artistes. Voilà, il sent qu'il y a un terrain qui est assez favorable, et donc il se dit, tout le monde va voir que c'est un grand rappeur. Et donc il arrive, il y a un jury composé de Booba, de Diams, qui est une superstar à l'époque, de Rimka, de Lafouine, voilà. Et il a même écrit, pour la petite histoire, tous les tours du concours. C'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il va passer le 2e tour, 3e tour, ça, jusqu'à la finale. Et il a un carnet où il a déjà tout écrit. Et il se fait rétamer dès le premier tour. Où est-ce qu'il vit à ce moment-là ? À ce moment-là, il vit dans une petite maison à Caen, qui est une sorte de grand squat. Il y a ses potes qui passent tout le temps, qui vivent quasiment sur place. Ils font de la musique sur place. Ils commencent à enregistrer des chansons qui seront sur son premier album. Et c'est vraiment ambiance jeux vidéo, alcool, pétard et musique au milieu de tout ça. Parce que c'est dans cette maison qu'avec ses amis, il produit ses premiers morceaux. L'idée, c'est d'avoir une vision d'un vrai projet rap qui serait incarné par Orelsan, rappeur, Scred, qui est son copain, qui est producteur et qui s'occupe de tout l'aspect musique, Ablai, qui va être un peu l'administratif de la bande, et puis Gringe, qui est aussi rappeur, toujours un peu là aussi pour écouter ce qui se passe. Et puis il y a la musique, puis il y a l'image, c'est-à-dire comment aussi on met en scène tout ça, c'est-à-dire qu'ils commencent à bricoler des clips qui vont mettre sur un réseau social qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelle MySpace, où là on poste des musiques, on poste des vidéos, et les premiers morceaux d'Orelsan existent sur MySpace à l'époque. Je passe ma vie en bête sûre, et je suis trop feignant pour faire du sport. J'ai pris 15 kilos en l'espace d'un an, j'emmerde musclore. Ramène un stylo, compas sur des lyrics émouvantes. Je m'apparente plus à un film d'épouvante ou une début d'oufance. Je m'appelle Aurel pour les fils de pute qui savent pas encore. Il forme un duo avec son ami Gringe, les Casseurs Flotteurs. Les Casseurs Flotteurs, c'est un clin d'œil à des personnages du film Maman, j'ai raté l'avion. Les truands s'appelaient comme ça dans le film. C'est un peu un défouloir, et c'est quelque part l'illustration musicale de tout leur délire entre potes. Je m'appelle Aurel, j'ai du ton crew avec mon microphone. J'adore la police avec des trous dans l'uniforme. Je suis trop controversé, dis-moi qui tu comptes renverser. C'est les Casseurs Flotteurs. Quand ils font des soirées, quand ils picolent un peu, qu'ils fument des pétards et qu'ils ont un côté un petit peu glandeur, il faut bien le dire. J'ai trop de flow, j'ai inondé les bacs au Virgin Megastore. En 2008, Orelsan se fait remarquer par une maison de disques, le label Vagram. C'est un label qui justement a repéré les premières chansons qu'il avait mis en ligne sur MySpace, et notamment une chanson qui s'appelle Changement, qui est vraiment une chanson ancrée dans son époque. Les vieux comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ils sont pas élevés par la télé, par la PlayStation. Ils comprennent pas à quel point on est fêlés. Ils connaissent pas Internet, les boîtes, les grecs, les DVD. Et le label Vagram, et particulièrement son directeur, veut le rencontrer très vite et écoute le reste, et surtout craque complètement sur la personne qu'est Orelsan. Emmanuel Marolles, vous rencontrez Orelsan à ce moment-là pour la première fois au tout début de l'année 2009. Je me retrouve dans cette fameuse maison à Caen, qui est un capharnaüm monumental. Il y a une cuisine qui est en bordel, il y a un salon avec un canapé où il y a plein de trucs dessus. Enfin voilà, on sent que c'est vraiment la maison de potes qui s'en fout du bazar, des trucs qui sont pas rangés, de la vaisselle sale, etc. Enfin voilà, il y a un côté comme ça totalement libre et pas prise de tête. Et moi je découvre donc ce jeune homme un peu rondouillard, le crâne rasé, avec des vêtements XXL. Et j'ai un peu de mal, au départ, à imaginer que ce garçon qui est très timide, avec son accent normand un peu traînant, est l'auteur des chansons que je viens d'entendre sur ce premier album. Le premier album en question s'appelle Perdu d'avance, il sort en février, donc un mois plus tard. De quoi parlent ces textes ? Ces textes parlent de lui et parlent de sa vie à Caen, et plus généralement de la vie d'un jeune homme de province à cette époque-là. Une semaine en cours, les yeux bloqués sur la pendule. Un samedi soir, 5h du mat, du whisky coca sans bulle. Un postcard dans le bus, pour marquer ton territoire. La même histoire depuis 3 ans, avec la même meuf que tu kiffes sans plus. Un taf qui pue la lassitude et la friture. Ça, c'est très nouveau, parce que le rap à l'époque, il est très codé. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de choses sur la vie dans les quartiers, les rapports avec la police, la frime aussi. Et Orelsan, il prend le contre-pied de tout ça. Parce que c'est pas un frimeur, c'est plutôt un loser. Rien que le titre. L'album s'appelle Perdu d'avance. Comment on peut envisager, quand on est un jeune artiste, de commencer sa carrière en appelant un disque comme ça Perdu d'avance ? En fait, c'est la première fois qu'on entend un rappeur qui doute, qui dit je suis pas parfait, je suis pas frimeur, je sais pas faire avec les nanas. Et puis globalement, je sais pas trop quoi faire dans ma vie. Qu'est-ce qu'on s'en prend du futur quand on comprend pas le présent ? C'est pour les gens différents, les feignants, les déviants. C'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus stressant. Pour les névrotiques.
addicts, les alcooliques, les boulimiques. Comment ce disque est reçu par le public ? Il est extrêmement bien accueilli par les critiques, mais ça reste quand même quelque chose de relativement confidentiel à ce moment-là. Emmanuel Marolles, un peu après la sortie de l'album, 2 chansons qui n'y figurent pas mais qui sont disponibles sur internet font polémique. De quoi est-ce qu'elles parlent ? Ces 2 chansons sont très provocantes. La première, Sale pute, c'est une mise en scène d'un jeune homme qui est maladivement jaloux parce qu'il a surpris sa copine en train de le tromper et qui lui souhaite les pires horreurs. Je te déteste, je veux que tu crèves lentement. Je veux que tu tombes enceinte et que tu perdes l'enfant. Les histoires d'amour, ça commence bien, ça finit mal. Avant je t'aimais, maintenant je rêve de te voir imprimer de mes empreintes digitales. La deuxième chanson, c'est Saint-Valentin, qui est un truc assez potache, qui peut être choquant, où il dynamite complètement l'esprit de la Saint-Valentin, qui est donc la fête des amoureux, on va dîner, on va s'offrir des roses, etc. Bah lui, il dit Je t'aime, suce ma bite pour la Saint-Valentin. J'aime pas trop les 14 février. Tout le temps seul à force de me faire griller. Je te tèche la veille et je te rebaisse le lendemain. Suce ma bite pour la Saint-Valentin. Donc c'est des chansons qui sont très très provocantes, au second degré, et qui finissent par le rattraper. Plusieurs associations féministes portent plainte contre Orelsan pour injures et incitation à la violence envers les femmes. Il y avait un propos qui était de dire « je vais te Marie-Trintigner ». Ça veut dire qu'on va faire un sort à la femme du fait de son statut de femme identique à celui qu'a subi Marie-Trintignant. C'est une incitation à la violence du fait du sexe de la personne. Des manifestations sont organisées appelant au boycott d'Orelsan et devant l'ampleur des critiques, certains de ses concerts sont annulés. Les festivals hésitent même à le programmer. Oui, il y a vraiment 2 clans, comme le Printemps de Bourges, qui est un des premiers festivals qu'il fait à l'époque. Et là, le patron du festival, Daniel Colling, il tient bon, il lâche pas et il dit « mais j'ai compris parce que j'ai écouté, parce que j'ai rencontré l'artiste et que je sais que ça n'est pas du premier degré. D'autres n'ont pas le même point de vue et finissent par annuler la venue d'Orelsan. C'est le cas notamment au Francofolie, où le patron du festival annule au dernier moment sa venue. Et en fait, c'est totalement contre-productif pour lui parce que pendant tout le festival, il va se retrouver avec des artistes qui, sur scène, vont faire des clins d'œil à Orelsan, vont dire soutien à Orelsan, etc. Et il provoque l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il voulait se débarrasser de cette histoire et pendant tout le festival, tout le monde n'a parlé que de ça. On sait comment Orelsan vit cette période-là ? En fait, il garde son sang-froid. C'est-à-dire qu'il expliquait, il se fâchait jamais, il restait zen. Je comprends que les paroles de la chanson ont pu choquer certaines personnes. Et c'est pour ça que cette chanson que j'ai mis en ligne il y a 2 ans, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon disque. Et c'est pour ça que je ne la fais pas sur scène. Et en même temps, je pense qu'en coulisses, c'était compliqué pour lui parce qu'il sentait que tout s'effondrait. C'est-à-dire que cet album qui était en train gentiment de se développer s'est arrêté net et que la tournée et les concerts se sont arrêtés aussi. Il hésite à tout arrêter à ce moment-là ? Ah, il hésite carrément, il a vraiment songé à arrêter. Il a même repris un moment un petit boulot, il est parti en vacances avec sa famille aux États-Unis. Il savait vraiment pas s'il pourrait rebondir et surtout s'il avait envie de rebondir. Mais il se remet progressivement à la musique et en 2011, il sort son 2e album, Le Chant des Sirènes. Sur ce disque, il y a une chanson, La Terre est ronde. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. C'est une chanson très pop, une ballade avec un refrain assez fédérateur qu'on a tous envie de reprendre en chœur dans les concerts, c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs. Et c'est un nouveau Orelsan qui arrive avec cet album Le Chant des Sirènes. C'est aussi un nouveau Orelsan physiquement. Avant la sortie de l'album, on fait une première interview en studio, il me fait écouter le disque. Je passe d'un garçon rondouillard, un peu ingrat, avec ses fringues XXL, à un type super affûté, qui a perdu genre 20 kilos, qui porte des fringues assez serrées, et qui s'est totalement transformé, qui est devenu, entre guillemets, beau gosse. Complètement dans un autre registre, on trouve aussi sur ce disque le morceau Suicide social. Autant La Terre est ronde est une ballade fédératrice, etc. Autant là, c'est une chanson extrêmement radicale, qui est assez longue,
et où là, il va déverser toute sa haine sur la société. Adieu les vieux comptables séniles, adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles, adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés, qu'empileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet. Adieu tous ces grands PDG, essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer. Ils font leur beurre sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchées quand ils se font séquestrer. Mais c'est pas lui, encore une fois. C'est comme Sale Pute et comme Saint-Valentin, une forme de mise en scène. Le morceau se termine par un coup de feu parce qu'il a tellement dit qu'il détestait tout le monde qu'il n'y a plus qu'à mourir derrière ça. Citadins, les bouseux dans l'air étable, les marginaux, les gens respectables, les chômeurs, les emplois stables, les génies, les gens passables. De la plus grande crapule à la médaille du mérite, de la première dame au dernier drape du pays. Comment est-ce qu'il travaille pour faire ses disques ? Déjà, il travaille tout le temps. Vraiment, c'est quelqu'un qui écrit tout le temps, qui prend des notes tout le temps, qui a des milliers de pages de notes. Et après, toute la partie musique est faite par Scred, qui est son alter ego depuis toujours. Et c'est vraiment un tandem. C'est-à-dire que Scred est l'artiste qui va savoir ce qui est bon musicalement. Et Aurel, ça va être l'auteur, puis qui va évidemment incarner la chanson. Et ils s'échangent des choses sans arrêt. Ils sont tout le temps connectés. Orelsan s'essaye aussi à la comédie. En 2015, il interprète avec son ami Gringe un duo de losers affalés dans un canapé dans Bloqué sur Canal+, coécrit avec Kian Kojandi. Kian Kojandi invite Orelsan et Gringe à une émission spéciale de Bref. Et il les met dans un canapé en train de commenter la télé. Et Kian dit à Aurel, mais tu voulais faire un programme court. En fait, là, les deux mecs que vous incarnez là sur leur canapé en train de raconter des conneries, ça c'est un programme court. Gringe, pourquoi il y a des légumes dans le bac à bière ? Et là ça fait tilt dans leur tête et tout le monde se met à travailler là-dessus. Mec, c'est quoi, j'ai bien réfléchi et franchement, on perd notre temps sur ce canapé là. On est là à rien faire, on n'a qu'une vie, c'est chaud. Un jour on va crever, on n'aura rien foutu. Ouais, t'as raison, mais bon, de là à manger des légumes... Faut que tu procèdes par étapes parce que ton corps il va pas supporter quand tu vas enlever tous les nutriments de la bière d'un coup. Bloqué, c'est un peu l'illustration de ce qui devait se passer dans l'appartement d'Aurel quand ses potes débarquaient et que tout le monde restait affalé sur le canapé à discuter et surtout de raconter des conneries. Toujours avec Gringe, en 2016, il réalise et joue dans un long métrage, Comment c'est loin. L'année suivante, il sort un 3e album, La fête est finie, et c'est un succès. Oui, c'est un énorme succès parce qu'il y a une grosse attente. Il y a eu les Casseurs Flotteurs qui ont fait un album. Ça devait être un tout petit truc et finalement ça a super bien marché. Ils ont fait une tournée. On attend le retour d'Orelsan en solo. Et quand l'album arrive, La fête est finie, c'est un triomphe tout de suite. Et à l'arrivée, il se vendra à 500 000 exemplaires. Parmi les titres de La fête est finie, il y a un tube, Basique. Que raconte cette chanson ? C'est un exercice de style très rythmique, à la fois dans la production et dans ce que ça raconte. Ok. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple. Parce que je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. L'idée, c'est dire à chaque fois des vérités, soit évidentes, soit surprenantes. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique. Ce sont des choses qui s'entrechoquent, qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Et c'est la chanson qui lance l'album. Et c'est la meilleure porte d'entrée pour dire « je reviens » et ça va tout fracasser. Basique. Hugo Boss habillé des nazis, le style a son importance. Simple. Les dauphins sont des violeurs. Ouais, méfie-toi des apparences. Basique. Basique. Simple. En 2018, il remporte 3 victoires de la musique dans les catégories Artiste de l'année, création audiovisuelle pour le clip Basique et album de musique urbaine pour son disque La fête est finie. Alors celui ou celle qui va devoir faire un peu de place sur sa cheminée est Orelsan, La fête est finie. Incroyable. Là, c'est la consécration absolue. C'est-à-dire qu'on est très très loin des polémiques d'antan. L'album s'est énormément vendu. La tournée est un triomphe. Il fait plusieurs dates à Bercy. Il fait des zéniths partout en France. Il est invité dans tous les plus grands festivals d'été. C'est devenu un artiste grand public. Là, il s'installe vraiment dans le paysage musical. Quelques jours plus tard, une pétition en ligne circule pour demander à la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, l'annulation de ses victoires à cause des textes des chansons Saint-Valentin et Sale Pute. Oui, la polémique continue alors qu'il a été relaxé par la justice 2 ans plus tôt. Il s'est exprimé 1000 fois sur cette affaire et là, c'est vrai que
Il en a un petit peu marre. Vous le rencontrez à cette période pour une longue interview. Comment se passe l'entretien ? Il s'était beaucoup livré, il était un peu effrayé par ce qu'il avait dit et parce que les thèmes qu'on avait abordés, il m'avait dit « Oh là 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 là, les trucs que tu m'as fait dire là, j'ai jamais fait une interview aussi longue ». Parce qu'il aime pas ça, et parce que dans Basique, quand il dit les gens les plus intelligents ne sont pas ceux qui parlent le mieux, c'est pas pour rien, c'est que aussi il parle un peu de lui. Avec vous, il se confie aussi, et c'est assez rare, sur sa vie privée. Il est assez discret, mais il en parle un petit peu du fait que, bah oui, il a trouvé la bonne personne et qu'il est persuadé que c'est la bonne personne. Et d'ailleurs, depuis, ils se sont mariés. C'est vrai que ce jour-là, j'ai senti qu'il fendait l'armure et qu'il jouait le jeu. Alors peut-être aussi parce qu'on se connaissait depuis longtemps, mais ça a été vraiment un moment assez rare avec lui. Emmanuel Marolle, le mardi 26 octobre, en pleine promotion pour son documentaire, Orelsan fait une annonce sur les réseaux sociaux. Oui, il annonce la sortie d'un nouvel album, le 19 novembre, qui va s'appeler Civilisation. Il dévoile la pochette, qui est assez intrigante en fait. C'est lui dans un coin de la photo, la tête un peu baissée. Derrière lui, il y a un drapeau. On ne sait pas trop ce que ça représente, si ce n'est que c'est le même visuel que la tournée qui va avoir lieu dans quelques mois. Et puis, il dévoile aussi le track listing, comme on dit, c'est-à-dire la liste des chansons. Et dessus, on voit qu'il y a notamment un featuring, donc un duo avec les Neptunes, qui est le groupe de Pharrell Williams. Il rêvait, lui, avec Scred, avec son producteur, de créer un duo de producteurs-rappeurs un peu comme les Neptunes. Et finalement, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et là, en plus, dans le dernier album, il y a les Neptunes qui sont avec lui. On en revient, Emmanuel Marolle, à la sortie de Montre jamais ça à personne, le documentaire sur Amazon. Parmi les invités qui parlent d'Orelsan, il y a des stars comme Stromae, Gims, Soprano, Oxmo Puccino ou encore Akhenaton. Qu'est-ce que ça dit du niveau de notoriété d'Orelsan aujourd'hui ? C'est un artiste majeur, à la fois dans le monde de la musique et dans le monde du rap en particulier. Il disait il y a quelques jours qu'il était vachement surpris, par exemple, de voir dans le documentaire Akhenaton, le groupe de rap marseillais d'Akhenaton. C'est le premier concert qu'il a vu à Caen avec son frère. Et là, il se retrouve avec un documentaire sur sa vie où Akhenaton parle de lui. C'est totalement hallucinant pour lui. Et en fait, tout ce que ça dit, tout ça, c'est qu'en 15 ans, le petit rappeur de Caen au physique rondouillard qui savait pas trop quoi faire de sa vie, qui était un peu loser, est devenu un artiste qui compte, un artiste majeur et une superstar du rap français et de la musique française tout court. Merci à Emmanuel Marolle. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux, production Sarah Amni, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource@leparisien.fr.